Un matin sahélien, 2 chiffres ont brisé le silence et tout déplacé. Alors qu'on annonçait l'effondrement agricole, une annonce a fixé un objectif colossal: faire pousser du cacao là où le sable domine. Ce pari, porté par Ibrahim Traoré, a aussitôt attiré des milliers de volontaires chaque jour. Soldats, agriculteurs et familles ont improvisé des pépinières, des clôtures, puis des rondes nocturnes. Si l'extérieur ironise, que change pour le public ce verre qui revient au milieu des échecs, des semis brûlés et des sécheresses, et jusqu'où cette obstination peut-elle remodeler l'avenir? La promesse n'est pas seulement agricole, elle touche à la souveraineté, au travail et au regard que le pays porte sur lui-même. Pour le public, c'est comprendre comment un élan peut devenir structure. D'un côté, l'initiative ouvre une perspective rare pour les jeunes qui hésitent entre départ et enracinement, et pour les communautés rurales qui cherchent un levier économique au-delà du mil et du sorgho. De l'autre, le risque est frontal. Une série d'échecs visibles, amplifiés par les critiques extérieures, pourrait briser la confiance naissante et transformer l'audace en désillusion collective. Le texte concurrent insiste sur cette tension permanente. Chaque plan vivant compte autant que chaque plan perdu, parce que l'enjeu se joue aussi dans l'imaginaire national. Ibrahim Traoré y apparaît comme le catalyseur d'un récit d'autodétermination, mais la réussite dépend surtout d'un détail plus fragile, la constance quotidienne des gestes, quand la chaleur, le bétail et la fatigue s'accumulent. Et une question reste en suspens. Si la mobilisation est réelle, quel est le seuil qui fait basculer l'histoire ? Dès les premières semaines, un fait a surpris même les plus sceptiques. Chaque jour, des milliers de volontaires affluaient vers les terrains brûlés du Sahel. Ce simple ordre de grandeur suffisait à renverser le récit d'un projet isolé ou marginal. Là où l'on attendait l'indifférence, une mobilisation massive prenait forme, révélant une dynamique intérieure que peu d'analyses extérieures avaient anticipée. Ce basculement initial éclaire le contexte réel de l'initiative. L'annonce portée par Ibrahim Traoré n'était pas perçue comme une promesse technique détaillée, mais comme un signal politique et symbolique. Elle affirmait que le Burkina Faso pouvait tenter autre chose que la résignation face au climat et à la dépendance. Dans les villages, cette parole s'est traduite en actes concrets. Des familles transformant leurs cours en pépinières improvisées, des soldats quittant temporairement les casernes pour porter des seaux, des jeunes apprenant à cultiver un arbre qu'ils n'avaient jamais vu pousser. Le contraste avec le regard extérieur était frappant. À Paris ou à Washington, les commentaires soulignaient l'irrationalité supposée du projet et prédisaient un échec rapide. Sur le terrain, pourtant, l'effet était inverse. Les premières pertes, semis brûlés, plants arrachés par le bétail, sécheresse implacable, ne mettaient pas fin à l'élan. Elle l'éprouvait, chaque échec devenait une justification supplémentaire pour persévérer, comme si l'abandon avait un coût moral plus élevé que la répétition de l'effort. Ce contexte explique pourquoi la mobilisation ne s'est pas dissipée après l'enthousiasme initial. Le projet a rapidement dépassé la logique agricole pour devenir un espace de recomposition sociale. Des équipes se formaient pour surveiller les vergers, partager des techniques rudimentaires d'irrigation et organiser des patrouilles nocturnes. Cette organisation naissante montrait que le pari ne reposait plus uniquement sur une annonce venue d'en haut, mais sur une appropriation collective. Ainsi, la mini-révélation n'était pas dans la survie immédiate des plans, mais dans la capacité du pays à produire un engagement durable. Ibrahim Traoré apparaissait alors moins comme un gestionnaire de rendement que comme le déclencheur d'un processus, celui où un projet jugé irréaliste devenait un cadre commun pour repenser l'avenir malgré la chaleur, la poussière et les doutes persistants. Pour comprendre comment cette dynamique abstraite s'est incarnée, il faut suivre quelques figures ordinaires devenues repères silencieux. Dans un village proche de Bobo-Dioulasso, une mère expliquait à la télévision nationale qu'elle n'avait jamais goûté au chocolat, mais qu'elle voulait que ses enfants puissent en produire un jour. Cette phrase, simple et fragile, condensait l'enjeu réel. Le projet dépassait la technique pour toucher à la transmission et à la dignité. Autour d'elle, l'impact était immédiat. Les cours familiales se transformaient en pépinières improvisées, les routines quotidiennes s'adaptaient aux besoins des jeunes plants, et les discussions du soir
tournait moins autour du départ que de la protection des vergers. Ce glissement discret montrait que l'initiative commençait déjà à modifier les priorités locales, avant même toute réussite agricole visible. Un autre visage guidait cette phase précoce. Musa, jeune volontaire qui pensait autrefois quitter le pays. Il organisait des rondes nocturnes pour éloigner chèvres et bétail, parlant des cacaoyers comme on parle d'un avenir à défendre. Ces gestes répétés, modestes mais constants, donnaient chair à l'appel lancé par Ibrahim Traoré, en le traduisant dans le langage du quotidien. Pris ensemble, ces micro-cas révélaient un impact précoce essentiel. Le projet n'avait pas encore transformé les terres, mais il transformait déjà la manière dont les habitants se percevaient et coopéraient. L'essentiel à ce stade est le suivant, le suivant. Avant les récoltes, c'est le regard collectif qui avait commencé à changer. Avant l'annonce, le paysage était figé par l'habitude et par la fatigue. Après l'annonce, tout s'est accéléré, comme si le temps lui-même avait changé de rythme. Ce passage brutal marque le point de départ d'une séquence en 3 temps. Activation, montée en tension, puis réplique, qui structure toute la dynamique du projet Cacao. L'activation fut immédiate. Les mots prononcés publiquement ont agi comme un signal. En quelques jours, des seaux, des pelles et des tuyaux apparaissaient partout. Des volontaires arrivaient de villages voisins, parfois de régions entières. On creusait à l'aube. On arrosait sous un soleil déjà écrasant. Les cours familiales devenaient des pépinières, les terrains vagues des espaces d'expérimentation. Cette première phase ne reposait pas sur une organisation centralisée, mais sur une impulsion partagée, nourrie par l'idée que tenter valait mieux que subir. L'appel d'Ibrahim Traoré, relayé de bouche en bouche, donnait une légitimité morale à l'effort collectif. Puis vint la montée en tension. Très vite, la réalité sahélienne s'imposa. Les semis brûlaient, les pluies tardaient, les chèvres et le bétail sauvage détruisaient en quelques heures des jours de travail. Chaque semaine semblait effacer la précédente. Les anciens froncèrent les sourcils, rappelant d'autres tentatives agricoles avortées. Les visages portaient la fatigue, parfois le doute. Pourtant, personne ne quittait réellement les rangs. Au contraire, l'échec devenait un moteur paradoxal. Des patrouilles nocturnes s'organisaient, des clôtures de fortune étaient dressées. On recommençait, encore et encore. La scène ressemblait moins à un projet agricole classique qu'à une épreuve d'endurance collective. C'est dans cette phase que le regard extérieur entra en collision avec la réalité intérieure. Des journalistes étrangers revenaient filmer ce qu'ils pensaient être la confirmation d'un désastre annoncé. Les images de plans flétris circulaient, accompagnées de commentaires ironiques, mais l'effet produit à l'intérieur du pays fut inverse. La critique extérieure renforçait la cohésion. Une fierté résistante prenait forme, comme si chaque moquerie rappelait la nécessité de tenir. Les répliques apparurent alors. Ibrahim Traoré réapparut publiquement, tenant des plans morts, affirmant que la liberté exigeait de se relever après chaque chute. Ce geste simple réorienta le récit. Le projet n'était plus jugé à l'aune de ses pertes immédiates, mais à sa capacité à durer. Les échecs n'étaient plus des preuves d'absurdité, mais des étapes visibles d'un apprentissage collectif. À partir de là, la dynamique changea subtilement. Les efforts se structuraient, les volontaires partageaient des pratiques, les pertes continuaient, mais elles n'annulaient plus l'élan initial. Cette séquence, activation fulgurante, tension extrême, puis réplique symbolique, montre que le cœur du projet ne résidait pas seulement dans les plans, mais dans la manière dont un pays acceptait de traverser l'épreuve sans renoncer. Au départ, le point de référence était simple et presque décourageant. La majorité des semis disparaissaient sous la chaleur et la sécheresse. Puis, progressivement, un écart est apparu. Cette transition, même qualitative, marque le cœur de la lecture quantitative du projet. Pour situer la dynamique, un premier repère s'impose, la mobilisation humaine. Dès la phase initiale, le texte concurrent évoque un afflux quotidien de milliers de volontaires. Ce n'est pas un chiffre précis, mais un ordre de grandeur suffisamment élevé pour signaler une anomalie positive. Dans un contexte sahélien, une telle constance indique que l'engagement ne relevait pas d'un enthousiasme éphémère. Il s'agissait d'un flux durable, capable de se maintenir malgré les pertes répétées. Autrement dit, la variable décisive n'était pas la réussite immédiate des cultures, mais la persistance de la participation.
Sur la trajectoire, un deuxième repère se détache, l'évolution des terres sur un cycle de 3 ans. La première année se caractérisait par des pertes massives et visibles. La deuxième accentuait le doute avec une sécheresse plus sévère. Pourtant, la troisième année introduisait un delta clair. Des centaines de vergers montraient des signes de reprise. Ce passage d'un paysage presque entièrement stérile à des zones ponctuellement verdoyantes suffit à établir une tendance. Même fragile, cette progression invalide l'idée d'un échec total et continu. Côté chaîne de valeur, un troisième repère apparaît. La capacité industrielle émergente. Le baseline était l'absence totale de transformation locale du cacao. Le delta apparaît avec l'ouverture de la première unité de transformation à Bobo-Dioulasso, puis d'une seconde dans la capitale. Là encore, les volumes restent modestes, mais le changement est structurel. On passe d'un symbole agricole à une chaîne de valeur embryonnaire, intégrant culture et transformation. Ces 3 indicateurs, mobilisation constante, reprise progressive des vergers, apparition d'infrastructures, ne prouvent pas une réussite définitive. Ils montrent cependant que le projet a franchi un seuil mesurable. Ibrahim Traoré s'inscrit ici moins comme garant de rendement que comme point de cohérence d'une trajectoire où le delta compte davantage que le niveau absolu. 2 critiques majeures structurent le discours sceptique autour du projet cacao. La première, d'ordre climatique, affirme que le Sahel ne peut durablement accueillir une culture associée aux tropiques humides. Selon cette lecture, l'insuffisance hydrique et l'irrégularité des pluies condamnent toute tentative à une succession d'échecs coûteux. La seconde critique, plus politique, soutient que le pays détourne des ressources humaines précieuses de priorités urgentes, transformant une initiative agricole en opération symbolique sans retombées concrètes. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Les pertes initiales sont réelles, visibles et largement documentées. Les sécheresses successives ont détruit une part importante des semis. Les images de plans flétris ont nourri l'idée d'un projet mal calibré. De même, la mobilisation de soldats et de jeunes volontaires pose une question légitime. Un État fragilisé peut-il se permettre d'engager autant d'énergie dans une expérience incertaine ? La réponse interne ne nie pas ces constats, mais les recontextualise. Sur le plan climatique, l'argument décisif n'est pas l'absence de pertes, mais l'existence de survivants. Le fait que certains cacaoyers aient résisté, même marginalement, suffit à ouvrir un espace d'apprentissage. Cette survie partielle a rendu possible la phase suivante, l'organisation, la protection ciblée et l'adaptation des pratiques. Autrement dit, le projet n'a pas ignoré le climat. Il a appris en l'affrontant. Sur le plan des ressources humaines, la mobilisation n'a pas entraîné une dispersion, mais une recomposition. Les volontaires n'ont pas déserté d'autres secteurs pour un mirage, ils ont créé une dynamique collective qui a renforcé la cohésion sociale. Les patrouilles, les pépinières et les formations ont structuré des compétences transférables, utiles au-delà du cacao. Cette lecture inverse l'argument, l'initiative n'a pas affaibli le tissu social, elle l'a densifié. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un garant technique du succès, mais comme le point de cristallisation d'une volonté collective. Le Stillman demeure valable, mais il échoue à intégrer un facteur central, la persistance humaine comme donnée stratégique, et non comme simple variable d'ajustement. Un seuil vient d'être franchi. Ce basculement apparaît au moment où la première unité de transformation du cacao ouvre ses portes à Bobo-Dioulasso. Jusqu'ici, le projet se jouait presque exclusivement dans les champs, sous la contrainte du climat et des pertes visibles. Avec cette inauguration, la trajectoire change de nature. Le cacao cesse d'être uniquement une culture improbable pour devenir un élément d'une chaîne de valeur complète, même encore fragile. La scène est modeste, des machines simples, des lots limités, des travailleurs concentrés. Pourtant, l'effet symbolique est puissant. Transformer localement signifie que l'effort collectif ne s'arrête plus au stade de la survie des plans. Il s'inscrit désormais dans une logique de continuité économique. Ce passage du sol à l'atelier redéfinit la crédibilité du projet, y compris aux yeux de certains observateurs extérieurs jusque-là ironiques. La présence d'Ibrahim Traoré lors de cette étape renforce le signal envoyé. Tenant une barre produite localement, il ne valide pas seulement une ambition politique, il matérialise une rupture narrative. Ce qui était décrit comme un mirage devient une infrastructure.
même embryonnaire. Le récit change d'échelle. À partir de ce point, l'histoire ne se joue plus seulement contre la sécheresse. Elle se joue aussi dans la capacité à relier production, transformation et sens collectif. Le milieu du parcours révèle ainsi une chose essentielle. Le projet a trouvé un point d'appui réel et non plus seulement symbolique. Les effets du projet cacao ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se diffusent différemment selon les groupes, révélant une transformation en couche encore incomplète mais déjà lisible. Pour l'État, l'impact est d'abord stratégique. L'existence de vergers survivants et d'unités de transformation modifie la position du pays dans les discussions régionales. Le Burkina Faso n'apparaît plus uniquement comme un territoire contraint par le climat, mais comme un acteur capable d'expérimenter et de tenir dans la durée. Cette crédibilité nouvelle reste fragile, mais elle offre un levier diplomatique inédit. Le projet devient un argument politique interne et externe, renforçant l'idée que l'autonomie peut s'ancrer dans des initiatives concrètes plutôt que dans des déclarations abstraites. Pour les petites entreprises et les coopératives, les conséquences sont plus directement économiques. L'ouverture des premières unités de transformation crée un embryon de marché local. Artisans, transporteurs et groupements féminins trouvent un espace pour s'insérer dans une filière naissante. Les volumes restent modestes, mais la logique change. Transformer sur place réduit une dépendance historique et ouvre des possibilités de revenus qui n'existaient pas auparavant. Cette économie émergente ne garantit pas encore la stabilité, mais elle offre une direction claire. Pour les jeunes, l'effet est profondément identitaire. Beaucoup envisageaient le départ comme seule issue. Le projet a introduit une alternative crédible. Rester pour construire. Les rondes nocturnes, la protection des vergers et les formations ont créé un sentiment d'utilité et d'appartenance. Cette génération découvre que l'effort collectif peut produire autre chose qu'une simple survie. Dans ce cadre, les paroles d'Ibrahim Traoré sur la liberté et la dignité trouvent une traduction quotidienne, loin des tribunes officielles. Pour la région enfin, l'onde de choc est plus subtile mais réelle. Les pays voisins observent cette expérience avec un mélange de curiosité et de prudence. Le Burkina Faso devient un laboratoire d'autodétermination agricole, suivi de près par des acteurs régionaux qui y voient un précédent possible. Cette attention nouvelle modifie les équilibres symboliques du Sahel, montrant qu'un récit imposé de fatalité peut être contesté par l'action. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation encore inégale mais tangible. Aucun groupe n'a tout gagné, aucun n'a tout perdu, mais chacun perçoit désormais un déplacement. Le projet cacao n'est plus seulement une idée audacieuse, il est devenu une réalité qui oblige à revoir les attentes, les rôles et les possibles. À ce stade, l'avenir du projet ne se lit pas comme une ligne droite, mais comme un éventail de trajectoires possibles sur les 6 à 12 prochains mois. 3 scénarios se dégagent, sans prédire lequel prévaudra. Dans un scénario de base, celui de la continuité sous contrainte, la dynamique actuelle se maintient. Si les pluies restent limitées mais régulières, alors les vergers déjà adaptés pourraient survivre sans expansion majeure. Les équipes locales poursuivraient la protection et l'entretien, évitant un recul brutal. Les unités de transformation fonctionneraient à rythme réduit, mais suffisant pour préserver la chaîne de valeur naissante. Ce scénario n'apporte pas de rupture spectaculaire, mais il consolide les acquis fragiles. Dans un scénario plus optimiste, l'élargissement devient possible. Si une saison légèrement plus clémente survient, et si les techniques d'irrigation apprises localement se diffusent davantage, alors les zones verdoyantes pourraient s'étendre, c'est l'étendre. Les coopératives, notamment féminines, renforceraient la transformation locale, augmentant la production de beurre et de barres simples. Cette trajectoire améliorerait la crédibilité régionale du projet et attirerait davantage d'échanges avec les pays voisins, sans changer son esprit initial. Le scénario le plus difficile repose sur une combinaison de pressions. Si une nouvelle sécheresse comparable aux années précédentes frappe les vergers, alors une partie des progrès pourrait être annulée. Si en parallèle, les critiques extérieures ou des contraintes économiques s'intensifient, alors les capacités de transformation seraient ralenties. Ce scénario ne signifierait pas l'effondrement total, mais il testerait durement la solidarité interne et la capacité d'adaptation. Ces 3 chemins rappellent une chose essentielle.
Le projet n'est ni garanti ni condamné. Il invite à une posture de réflexion plus qu'à une prédiction. La question n'est pas seulement ce qui arrivera, mais comment un pays choisit d'agir face à l'incertitude quand l'enjeu dépasse la récolte pour toucher à l'autonomie collective. Pour le public, l'histoire du cacao cesse ici d'être lointaine. Elle commence à résonner avec des expériences personnelles, même très différentes selon les profils. Dans les villages, l'impact est concret et quotidien. Les familles observent les jeunes plants comme on observe une promesse fragile. Chaque pousse qui résiste rappelle que l'avenir n'est pas entièrement dicté par le climat. Les gestes répétés, arrosés, protégés, replantés, deviennent une routine porteuse de sens. Ce n'est pas seulement une activité agricole, mais une manière nouvelle d'habiter le territoire et de penser le lendemain. Chez les jeunes, la résonance est plus intime. Beaucoup avaient grandi avec l'idée que partir était la seule option rationnelle. Le projet leur a offert une autre narration. En participant aux patrouilles, aux formations et à la transformation locale, ils découvrent une utilité immédiate et une reconnaissance collective. Rester n'est plus synonyme d'échec, mais de responsabilité assumée. Cette bascule psychologique est discrète, mais décisive. Pour la diaspora et les observateurs extérieurs, le regard change aussi. Le projet interroge les représentations habituelles d'un pays souvent résumé à ses contraintes. Voir des barres de chocolat produites localement, même modestes, oblige à revoir les cadres d'analyse. Il ne s'agit plus seulement d'aide ou de dépendance, mais de choix et de persévérance. Ainsi, à différents niveaux, le récit touche chacun là où il se situe. Il ne demande pas l'adhésion totale, mais invite à une question plus large. Comment se positionner face à des efforts collectifs qui avancent lentement, sans garantie, mais avec une cohérence assumée. Pour transformer l'élan en structure durable, une feuille de route claire s'impose, articulée autour d'étapes simples et observables. L'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de stabiliser ce qui existe déjà. Pour commencer, une première étape consiste à consolider l'organisation locale. Si chaque village renforce ses équipes de surveillance et d'entretien, alors les vergers gagneront en résilience face au bétail et aux aléas climatiques. Cette phase repose sur des routines partagées plus que sur des investissements lourds. Elle permet de réduire les pertes évitables et d'ancrer la responsabilité au niveau communautaire. Ensuite, une deuxième étape consiste à systématiser la formation. Les centres déjà apparus doivent multiplier les sessions pratiques sur l'irrigation, la gestion des pépinières et la protection des sols. Si ces savoirs se diffusent de manière homogène, alors les erreurs des premières années deviendront des références utiles plutôt que des freins. La montée en compétences est ici un indicateur clé de progression. Puis, une troisième étape consiste à synchroniser la transformation industrielle avec la production réelle. Les unités ouvertes doivent ajuster leur calendrier au volume disponible. Si les achats, le stockage et la distribution sont coordonnés, alors la chaîne de valeur restera viable, même à petite échelle. Dans cette phase, la vision portée par Ibrahim Traoré joue un rôle d'alignement, en rappelant que l'autonomie se construit par cohérence plus que par vitesse. Enfin, une quatrième étape consiste à élargir la coopération régionale. Si les échanges d'expériences avec les pays voisins s'intensifient, alors le projet gagnera en robustesse sans perdre son ancrage local. Cette ouverture transforme l'initiative en référence partagée tout en renforçant sa légitimité interne. Cette trajectoire ne promet pas une réussite rapide. Elle propose une méthode fondée sur la continuité et la mesure pour inscrire le projet dans le temps long. Dans les villages où tout a commencé, certaines images reviennent avec insistance. Celle de cette mère, par exemple, qui disait n'avoir jamais goûté au chocolat, mais vouloir que ses enfants puissent un jour en fabriquer. Son témoignage n'avait rien de stratégique, et pourtant il résumait l'essentiel. Le projet n'était pas seulement une question de rendement ou de climat, mais de transmission et de regard porté sur l'avenir. Au fil du temps, ce motif s'est répété sous d'autres formes. Des jeunes veillant sur des cacaoyers la nuit, des anciens acceptant d'essayer des gestes nouveaux, des familles protégeant quelques plants comme on protège une promesse fragile. Ces scènes ordinaires ont donné une épaisseur humaine à une initiative souvent jugée abstraite depuis l'extérieur. Elles ont montré que la transformation la plus profonde ne se mesurait pas seulement en hectares ou en unités produites. Dans ce récit, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un héros central,
que comme un point de résonance. Ses paroles sur la dignité et l'autodétermination trouvent leur écho dans ses gestes quotidiens, répétés sans certitude de succès. Le cacao devient alors un miroir. Il reflète un peuple qui apprend à se penser autrement, malgré la sécheresse, malgré le doute, malgré les regards sceptiques. Les premières barres produites localement ne sont peut-être pas parfaites, mais elles condensent une histoire collective faite de persévérance, d'échecs assumés et d'espoirs têtus. La dignité peut aussi prendre racine. L'histoire du cacao au Burkina Faso ne se clôt pas avec les premières unités de transformation, ni avec les images de vergers qui reverdisent lentement. Elle reste ouverte parce qu'elle pose une question plus large que le sort d'une culture agricole. Elle interroge la manière dont un pays choisit de se tenir face à ses contraintes et comment il accepte de se définir sans attendre une validation extérieure. Ce récit invite à dépasser la logique du succès immédiat ou de l'échec spectaculaire. Il propose une autre grille de lecture où la valeur se mesure dans la constance, dans l'apprentissage collectif et dans la capacité à maintenir un cap malgré l'incertitude. Suivre cette trajectoire, ce n'est pas applaudir aveuglément, ni condamner par réflexe, mais observer avec attention ce que produit un engagement prolongé. Pour le public, l'enjeu est aussi personnel. Que fait-on de ces histoires qui naissent loin des centres de pouvoir, mais qui déplacent pourtant les lignes ? Les regarde-t-on comme des curiosités passagères ou comme des signaux faibles d'un monde en recomposition ? La discussion commence peut-être ici, dans cet espace entre scepticisme et écoute. Comment choisissons-nous d'accompagner, de comprendre ou simplement de regarder ces efforts collectifs qui avancent à contre-courant ?